Bonjour à tous, il est 14 heures. Bienvenue sur ce webinaire sur les primes à l'incorporation de matières plastiques recyclées. J'attends encore une minute supplémentaire pour donner le temps aux retardataires et on démarre tous ensemble. Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur ce webinaire Citeo qui va être dédié aux primes à l'incorporation de matières plastiques recyclées. Quelques informations pratiques pour commencer. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Gauthier Massip, je travaille chez Citeo depuis un peu plus de 7 ans maintenant. Au sein de la direction éco-conception, je suis ingénieur de formation. J'ai une quinzaine d'années d'expérience dans les filières industrielles sur l'éco-conception et le recyclage. Et c'est moi aujourd'hui qui vais vous présenter ce sujet sur l'incorporation de plastique recyclé et la prime dédiée. Petit conseil pratique, nous avons la chance d'avoir une super équipe de modérateurs. Ils sont là pour pouvoir éplucher l'ensemble de vos questions. Donc, les micros sont coupés, pas d'intervention orale durant ce webinaire. On a beaucoup de participants et beaucoup d'inscrits. Ce que je vous propose, c'est que sur la plateforme du webinaire, vous avez la possibilité de poser vos questions et on prendra le temps nécessaire en fin de webinaire, voire sur la deuxième moitié, on prendra vraiment le temps nécessaire pour essayer de répondre à l'ensemble de vos questions et de manière à pouvoir avoir des réponses peut-être un peu plus sur mesure par rapport à certains cas qui seraient particuliers. Et pour les personnes qui ne parlent pas français, for English speaking people, there will be a replay that will be subtitled and I will be sent in few days. Sorry, this webinar is only in French, but the replay will be subtitled. Voilà. Alors, le sommaire. Comment on va organiser ce webinaire d'une petite heure qu'on a ensemble? D'abord, quelques mots, mais très rapidement, sur Citeo et le contexte de ces primes. Dans quel contexte global ces primes s'inscrivent et quels sont les engagements volontaires, quels sont les engagements qui sont plus de l'ordre obligatoire, réglementaire. On va essayer de revenir sur l'ensemble des dispositions qui peuvent exister autour de l'incorporation de plastique recyclé. On va dire un mot sur les règles de financement également. C'est important. Il y a beaucoup de questions qui se posent, peut-être certains malentendus également que je peux, moi, remarquer dans mes échanges avec les uns et les autres. Et je pense que c'est important de rappeler qui paye ces primes, à qui elles bénéficient. Ensuite, bien sûr, le gros du chapitre qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les critères d'éligibilité et les montants de la prime. On fera un petit rappel sur ce qu'on est là où on est encore aujourd'hui, sur les mises en marché 2025. Et bien sûr, on se projettera à la lumière de l'arrêté réglementaire qui a été publié le 5 septembre dernier sur les nouveaux critères à partir de 2026. On verra ensuite les cas spécifiques, certaines questions assez récurrentes qu'on peut se poser, sur lesquelles je vais revenir aujourd'hui et passer le temps nécessaire pour pouvoir essayer d'éclairer ces points-là. Ensuite, on prendra le temps, encore une fois, de vos questions qui vont être épluchées et triées par nos modérateurs pour essayer de faire en sorte de mutualiser quand c'est possible, pour essayer de faire en sorte d'y répondre au plus possible. Et encore une fois, on liste toutes vos questions de manière à pouvoir également publier dans un second temps une FAQ où on essaiera de reprendre toutes ces questions et y répondre de manière beaucoup plus formelle. Et voilà, et on conclura enfin le webinaire un peu avant 3 heures, de manière à vous libérer pour 15 heures si vous avez d'autres obligations. On commence. Citeo. Je présente Citeo parce qu'aussi, on est un public large. On n'a pas que des clients Citeo aujourd'hui avec nous lors de ce webinaire. On a des gens qui viennent de tous horizons. Et donc, en ce sens, il me semble important de rappeler qui est Citeo. Citeo, c'est l'acteur de l'économie circulaire pour les emballages ménagers. Basiquement, on va dire qu'on est la poubelle jaune.
c'est-à-dire qu'on est là pour mutualiser la responsabilité qu'ont les marques et les distributeurs vis-à-vis de la fin de vie des emballages, pour réduire l'impact environnemental de ces emballages. Et on le fait pas, ces marques et ces distributeurs ne le font pas de manière individuelle, mais ont mutualisé cette responsabilité au sein d'un éco-organisme. C'est Citeo qui le fait pour le titre des emballages ménagers depuis 30 ans. C'est ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur, qui se traduit par la mise en place d'un éco-organisme qui mutualise cette responsabilité qui est propre à chacun des metteurs sur le marché de produits emballés. C'est un éco-organisme à but non lucratif. Donc, l'ensemble des contributions que nous collectons sur une année donnée servent à payer l'ensemble des charges sur l'année donnée, notamment auprès des collectivités, pour une grande partie, pour mettre à disposition le bac jaune, les moyens de collecte, les centres de tri et le recyclage derrière. Notre mission, bien sûr, on est une entreprise à mission, c'est de vous accompagner vers des emballages réduits et 100% circulaires. On a des encadrements par l'État, et ça, c'est quand même important de le rappeler. On n'est pas une entreprise publique, on est une entreprise privée, mais on a un agrément qui nous est accordé par l'État pour pouvoir exercer au titre de notre statut d'éco-organisme. On est à vos côtés en ce qui concerne l'éco-conception et la conformité réglementaire pour pouvoir vous aider dans le décryptage de certains textes réglementaires qui peuvent être quelquefois compliqués à lire et à anticiper ou à interpréter. On est également à vos côtés en ce qui concerne la transformation concrète de votre portfolio d'emballage. Il peut y avoir des modifications qui sont importantes à anticiper ou à prévoir pour justement répondre à des obligations réglementaires, pour être recyclable, pour être réduit, pour être réemployable. On est là également pour anticiper, innover ensemble. On a des équipes dédiées, des centres techniques, des coalitions qui sont menées au sein des différents acteurs de la chaîne de valeur. Donc, c'est vraiment sur ces différents piliers-là que Citeo s'inscrit. Il m'a semblé également nécessaire de faire un rappel rapide et un peu, on va dire, pédagogique sur comment se calcule aujourd'hui la contribution d'un emballage. Donc, c'est-à-dire concrètement, que payent les marques, les distributeurs à Citeo, ou on va dire aux éco-organismes des emballages ménagers, pour pouvoir justement se libérer de cette responsabilité réglementaire. Quelles sont les règles de contribution en fonction des volumes qu'on met sur le marché, de la typologie d'emballage. Donc, vous voyez, il y a dans l'équation de calcul du tarif, il y a une part qui est relative au poids et aux matériaux. Donc ça, c'est le plus important. Vous voyez, c'est environ 80% du tarif qui va être vraiment relatif. Est-ce que c'est plutôt des bouteilles en PET clair que vous mettez sur le marché? Est-ce que c'est plutôt un film en PP? Est-ce que c'est plutôt de l'acier, de l'alu, du papier carton? Et tous ces matériaux-là vont avoir un tarif spécifique à la tonne. Et donc là, déjà, la première contribution, c'est le poids de matériaux qui est mis sur le marché. Et donc, bien sûr, plus vous mettez de produits avec des emballages qui sont lourds, plus vous allez payer cher votre contribution. Et donc, c'est aussi un levier pour faire en sorte de réduire potentiellement la masse de matériaux affectés pour un emballage ou une fonction donnée. Il y a également une contribution, ce qu'on appelle la l'UVC, c'est-à-dire que plus vous avez d'unités d'emballage dans un produit qui est vendu. Je vais vous donner un exemple très concret. Des bonbons ou des gâteaux qu'on peut vendre, ou même on peut imaginer dans le bricolage des choses qui vont être dans un gros emballage, et chacune des unités va être emballée dans chacune un petit emballage. Ben là, ça va payer un peu plus cher que si on vend en vrac, par exemple, où on vend dans un seul emballage et sans avoir des emballages individuels à l'intérieur. En fait, on veut limiter la quantité de petites unités d'emballage dans un emballage donné. Voilà. Et ça pèse environ 20% de la contribution d'un emballage. Et après, s'appliquent les modulations. Les malus, si vous jouez pas le jeu, si vous traînez à transformer votre parc d'emballage alors que des solutions alternatives existent, il y a des malus qui sont donnés dans le tarif. Il y a des bonus qui permettent de réduire au contraire votre contribution. Si vous êtes plus vertueux, si vous prenez de l'avance, si vous essayez des solutions sur lesquelles on propose effectivement des bonus. Et dans ces bonus, on va dire ce qui vous permet de réduire votre contribution, on retrouve également les primes. Et les primes MPR, donc les primes sur l'incorporation de matières plastiques recyclées, c'est le sujet de notre webinaire aujourd'hui. Et c'est là-dessus que je vais revenir. Et donc, vous voyez, c'est ce qui permet de réduire votre contribution sur les emballages auprès de votre éco-organisme. Rappel historique et contexte de la prime MPR
C'est pas nouveau en fait. Aujourd'hui, on en entend pas mal parler parce que les montants de la prime deviennent de plus en plus importants. On a aujourd'hui une approche qui est transverse, mais en fait, ce que je voulais vous rappeler aujourd'hui, c'est qu'on a depuis quelques années mis en place cette modulation relative à l'incorporation de plastique recyclé qui se traduisait en 2020-2021 par un pourcentage de la contribution. Donc, c'était vraiment le bonus, tel qu'on le connaît pour d'autres problématiques qu'on a dans notre tarif. C'était un bonus qui disait, ben voilà, si tu incorpores X% de plastique recyclé dans ton emballage, tu as X% de bonus sur ta contribution. Au bout de 2 ans, les pouvoirs publics nous ont demandé, et notamment après des échanges avec des recycleurs, etc., pour pouvoir comprendre quelle était la bonne formule, de changer et de ne plus avoir quelque chose qui soit avec un effet de seuil, un effet de bord un peu trop important. Il fallait atteindre le X% de recyclé pour pouvoir bénéficier du bonus. On a dit, bah tiens, faisons quelque chose de plus linéaire et progressif et appliquons quelque chose qui s'appelle du coup une prime et qui s'exprime non pas en pourcentage de la contribution, mais en eurotonnes. Ça a été mis en place dès 2022. Depuis, cette prime en eurotonnes a un petit peu évolué, mais on va dire sur les emballages ménagers est restée assez stable. On a 2025 la première obligation d'incorporation de plastique recyclé dans les emballages avec les bouteilles PET pour boissons. Donc ça, c'est une transposition de la directive SUP dans la réglementation nationale, donc qui traduit ces 25% d'incorporation de plastique recyclé pour les bouteilles PET pour boissons, inférieures à 3 litres. Et 2026, donc là, ce dont on parle aujourd'hui, nouvel arrêté qui vient faire 2 choses. Un, il vient rendre transverse l'application de la prime à différentes filières industrielles, différentes REP. Donc, c'est plus uniquement les emballages, mais on a également les produits électriques et électroniques, on a également l'ameublement, on a également les articles de jardin, les articles de bricolage, d'autres filières industrielles dans lesquelles il existe également cette responsabilité élargie du producteur, dans lesquelles il y a également des calculs de contribution financière et dans lesquelles on peut également les moduler, par exemple en incorporant du plastique recyclé. Et donc, c'est ça que cherchent à faire les pouvoirs publics, à finalement harmoniser ce dispositif de prime au sein des différentes filières industrielles. Et en plus de ça, on a cette volonté de simplifier la lecture et notamment en termes de montant sur les différentes résines plastiques. Vous allez très vite comprendre avec les slides qui vont suivre. Pour rappel, tout ça s'inscrit dans un horizon où, en 2030, tous les emballages plastiques auront une obligation d'incorporation de plastique recyclé. Donc, en fait, quelque part, cet outil de la prime, qui était une approche volontaire, doit nous permettre d'assurer cette transition vers l'obligation d'incorporation de recyclé. On a aujourd'hui un outil volontaire, qui est un outil incitatif, financier, et qui va nous permettre, je l'espère, d'être au rendez-vous 2030 pour tenir les engagements et les objectifs réglementaires d'incorporation de plastique recyclé qu'on retrouve dans le règlement emballage déchets d'emballage, PPWR dans le jargon anglais. Le financement des primes. Une slide très rapide pour cette question du financement des primes. En théorie, il s'agit d'un jeu à somme nulle, une équation à somme nulle pour l'éco-organisme et ses clients. Pourquoi ? Les primes sont payées par les contributions du matériau plastique. Et donc, ces primes-là ne viennent finalement... plus on va payer de primes, plus il va falloir appeler d'argent au niveau du tarif plastique pour pouvoir financer ces primes. Donc, certains peuvent facilement compenser l'augmentation du tarif plastique, tarif matériaux, si vous vous rappelez l'équation qu'on avait tout à l'heure. Si le tarif matériaux plastique augmente parce qu'on a besoin de financer plus de primes, en fait, certains peuvent le compenser en incorporant encore plus de plastique recyclé. Mais en tout cas, ce n'est pas de l'argent public et c'est de l'argent qui est financé par les clients de Citeo, par leur contribution et qui leur permet éventuellement, in fine, de les réduire s'ils nous démontrent qu'ils ont effectivement incorporé du plastique recyclé. Mais tout ça est censé être à somme nulle parce que logiquement, on est censé appeler autant via le tarif qu'on va effectivement financer des primes. Voilà. C'est important de le rappeler parce que quelquefois, j'ai des questions sur est-ce que c'est le fabricant qui touche la prime, est-ce que c'est le recycleur qui touche la prime. C'est bien le client Citeo, le metteur sur le marché qui va toucher la prime, mais c'est également lui qui la finance. Voilà. Mais c'est pas forcément exactement les mêmes et tout ça correspond pas forcément. Voilà. Les critères d'éligibilité et les montants.
Alors là, je vous ai mis quand même une slide de rappel. Ce que vous avez sous les yeux, ce sont les primes qui sont toujours celles existantes et qui sont toujours valables jusqu'à la fin de l'année 2025, donc jusqu'au la fin des mises en marché 2025. Et vous voyez, on avait des primes, notamment sur le PET, une prime de base qui était assez faible, 50 € tonne, avec une prime additionnelle qui était qui est toujours d'ailleurs réservée pour le RPET issu du recyclage de pots et barquettes en PET. Donc ça, la prime additionnelle, c'était plutôt pour stimuler la création de lignes de recyclage de pots et barquettes en PET. Là où on a des très bons recycleurs de bouteilles PET, sur les pots et barquettes en PET, c'est plus compliqué. Et donc cette prime additionnelle était là pour quelque part essayer d'inciter. Sur le PEBD, on avait aussi ce système prime de base, prime additionnelle. On avait le prime de base 400 € tonne, prime additionnelle pour faire en sorte de stimuler également l'incorporation de RPEBD, donc PEBD recyclé, issu du recyclage d'emballages ménagers. Et en fait, souvent, dans le PEBD recyclé, c'est plutôt des films PE post-conso de palettisation, qu'on retrouve plutôt des emballages professionnels, qui sont souvent neutres, pas imprimés. Et donc, en fait, pour inciter à venir récupérer du PEBD recyclé issu d'emballages ménagers, on avait cette prime additionnelle de 150 € supplémentaires. Donc, ça amenait à 550 € tonne si on était capable de démontrer que c'était bien du post-conso issu d'emballage ménager. Et après, sur le PEHD, PP, PS, 450 € tonne, là, pour le coup, vous verrez, c'est assez semblable à ce qu'on va retrouver dans l'arrêté. On avait des critères d'éligibilité, donc post-conso, je vous l'ai rapidement évoqué, toujours, les matières recyclées pré-consommateurs ne sont pas éligibles à la prime. Pour rappel, la définition pré-conso, post-conso, vous pouvez la retrouver dans l'ISO 14021 qui définit bien ce que c'est qu'un déchet pré-consommateur, un déchet post-consommateur pour définir derrière les MPR qui sont éligibles. On avait déjà un critère de proximité et on a toujours un critère de proximité pour 2025. On demande à ce que les déchets soient issus de l'Union européenne et recyclés également par un recycleur qui est situé sur le territoire européen, de l'Union européenne. Donc, c'est vraiment déjà une première marche dans ce critère de proximité qui, vous le verrez, en 26, va se durcir, j'allais dire, en tout cas se préciser. Les structures ABA n'étaient pas éligibles parce que pas d'avis EFSA disponible et officiel, et parce que à l'époque, on a souhaité effectivement prendre cette décision dans certaines incertitudes qu'on pouvait avoir. Je vous le précise parce que c'est important, on va voir par la suite que ces choses-là évoluent. Et enfin, chose sur laquelle on est constant, depuis 2025, nous demandons une certification impérative du fabricant d'emballage avec vérification tierce partie. Je vais revenir là-dessus, mais déjà, cette règle est applicable depuis les mises en marché 2025. Ça veut dire que pour ceux qui se rappellent et qui étaient déjà dans le dispositif, avant, on demandait une attestation sur l'honneur au niveau du fabricant. Donc, c'était quelque chose de volontaire qui était moins rigoureux. Et on a laissé le temps, effectivement, de mûrir sur ces questions-là. Et désormais, on demande effectivement cette certification au niveau du fabricant d'emballage. Voilà ce qui a changé. Et c'est vraiment, sur cette slide, on retrouve la majorité des informations qui sont relatives à la publication de cet arrêté le 5 septembre dernier. On a, comme je vous le disais, une harmonisation sur les montants. Vous voyez, PET, PE, PP, PS, donc PE, polyéthylène, basse densité, c'est plutôt les souples, PEHD, c'est polyéthylène haute densité, plutôt les PE rigides, PP, polypropylène, PS, polystyrène. Pour toutes ces résines plastiques, vous voyez les mêmes montants. 450 € en boucle ouverte, 550 € en boucle fermée. On vous précise en dessous qu'est-ce que ça signifie boucle ouverte, boucle fermée, comme précisé dans l'arrêté. En gros, ne seront éligibles à la boucle fermée que des déchets d'emballage ménagers qui sont réincorporés sous forme de MPR dans des emballages ménagers. Voilà, c'est la boucle fermée, c'est vraiment emballage ménager vers emballage ménager. Emballage pro vers emballage ménager, c'est déjà une boucle ouverte. Déchets plastiques d'ameublement vers emballage ménager, évidemment une boucle ouverte. Et donc, vous voyez, quand on est en boucle ouverte, on a 100 € de moins de prime à la tonne. Regardons plus en détail les critères d'éligibilité. C'est intéressant de regarder ça parce qu'en fait, on voit qu'il n'y a pas eu beaucoup de modifications, toujours post-conso, des critères de proximité qui sont un peu précisés, on va revenir dessus. Un point quand même qu'on n'avait pas avant, c'est si l'emballage est malucé. Et malucé dans le sens où, là pour le coup, pour nos clients, ça leur parle
Dans notre tarif, donc je vous disais, on a des malus qui sont quelquefois, souvent d'ailleurs relatifs à des perturbations au niveau du tri ou du recyclage. Donc on pénalise nos clients qui continuent à mettre sur le marché des emballages qui sont soit non triables parce qu'ils ont des perturbations au niveau du tri, soit ils vont amener des perturbations au niveau du recyclage. Et ben, si vous remplissez ces conditions de malus, vous n'êtes plus éligible à la prime sur l'incorporation de plastique recyclé. Modulo, sauf deux malus qu'on a qui ne sont pas des malus relatifs au tri ou au recyclage, qui sont des malus plutôt relatifs à la réduction de quantité de matière pour des emballages, ce qu'on appelle le malus petit format, le malus sur lot de regroupement. Et là, si vous payez ces malus-là, vous restez éligible à la prime. Critère de proximité qui est précisé, effectivement, et en fait, cette notion de 1500 km existait déjà, mais en fait, nous l'avions traduit jusqu'à 2025 par cette belle première marche qui était déchets Union européenne, recycleurs Union européenne. Là, maintenant, on applique ce 1500 km et on l'applique non pas sur les 2 premières étapes, mais sur les 3 étapes. Le tri du déchet post-conso doit être dans ce rayon de 1500 km, autour du bas-centre de la France, donc on va dire autour du Montluçon, pour faire simple. Le recyclage également doit être dans ce cercle de rayon 1500 km autour du Montluçon, et la réincorporation de cet MPR dans un nouvel emballage également. Donc, on a bien les 3 étapes qui doivent se situer dans ce cercle de rayon 1500 km. Et donc là, on a vraiment quand même une précision sur ce critère de proximité et qui vient répondre à un besoin de privilégier autant que possible le tissu industriel local, les recycleurs locaux, bien sûr s'occuper des déchets européens auprès des recycleurs locaux et derrière aussi sur la partie réincorporation, les transformateurs qui doivent réincorporer ces MPR dans des nouveaux emballages également sur le territoire européen. Donc là encore, il y a une volonté aussi un peu protectionniste dans ce critère de proximité. Et nouveauté, on a également le recyclage chimique qui devient éligible et avec du coup une certification impérative du fabricant d'emballage pour le recyclage mécanique, mais également pour le recyclage chimique. Alors, je vais faire quand même un petit focus sur ces certifications. Pourquoi on demande des certifications au niveau du fabricant d'emballage? Déjà, pourquoi on demande des certifications tout court? On a besoin d'apporter une grande rigueur et une grande transparence sur ce dispositif-là. Parce qu'il y a un enjeu financier qui est non négligeable pour nos clients. Comme je l'ai rappelé, c'est l'argent du tarif qui finance les primes. Donc, il faut qu'on maîtrise ceux à qui on va verser de la prime de manière à pouvoir garantir à nos clients que le dispositif est maîtrisé et qu'il est vertueux et qui permet effectivement de récompenser ceux qui jouent le jeu. Et donc en ça, on a besoin d'avoir une certaine rigueur et une certaine transparence. C'est pour ça qu'on passe par des certifications du fabricant d'emballage, qui sont des certifications qui suivent une norme bien spécifique, qui est une norme relative à la traçabilité des plastiques recyclés, la 15343. Ce sont des certifications avec des vérifications par des tierces parties. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en fait, on a des auditeurs externes qui viennent vérifier sur la base d'un référentiel donné, un cahier des charges, et qui viennent vérifier si tout est bien. Ce n'est pas l'industriel lui-même qui va s'auditer, ni les propriétaires du référentiel. Ce sont vraiment des tierces parties. Et pourquoi on se focalise uniquement sur la fabrication de la certification, du fabricant d'emballage? Parce qu'elle implique forcément celle du recycleur. On ne peut pas être certifié en tant que fabricant d'emballage si le fournisseur de MPR n'est pas lui-même certifié. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on vous demande une seule certification parce qu'en fait, elle implique forcément celle du chaînon amont. Dans les certifications qu'on accepte, vous allez retrouver les certifications que vous connaissez, je pense, pour la majorité d'entre elles. Recyclage recycled plastic, qui est vraiment, j'insiste, c'est recycled plastic parce qu'il y a recyclage recycling process qui s'adresse aux recycleurs. Là, c'est vraiment recycled plastic qui va nous intéresser. C'est celle qui s'adresse aux transformateurs, aux fabricants. Également, toutes celles qui sont sous l'ombrelle Polycirc Europe, qui est une initiative d'IUPC, la Fédération des transformateurs européens, et qui a rassemblé et harmonisé tout un tas de certifications qui répondent bien à tous nos critères, vérification tierce partie, suivi de la norme 15343, et qui sont harmonisées sous cette ombrelle de Polycirc Europe. On retrouve notamment la certification française du LNE, et qui propose d'ailleurs déjà
une section spécifique pour pouvoir répondre à tous nos critères. Donc, c'est assez intéressant ce que propose l'ANE, mais on discute avec toutes les certifs pour justement vous donner la possibilité et ne pas vous coincer, entre guillemets, dans une certif ou une autre. On veut aussi vous donner cette possibilité d'aller aussi en fonction de vos marchés, en fonction des besoins que vous pouvez avoir. Côté recyclage chimique, les certifs de référence sont ISCC+, c'est vraiment celle qui est aujourd'hui la plus répandue, mais également Red Cert 2. Là, il y a un travail encore à mener avec eux sur certaines informations relatives à l'origine des déchets, l'origine géographique, filière, etc. Peut-être des choses qui ne sont pas forcément précisées. Ce sont des organismes et des référentiels avec qui on travaille, qu'on connaît très bien, et donc ces échanges sont déjà en cours et ils vont encore plus s'amplifier dans les semaines et les mois qui viennent, de manière à ce qu'on puisse garantir effectivement qu'on retrouve toutes ces informations dans les grilles d'audit. Le critère de proximité. Je vous ai remis quand même l'extrait de l'arrêté pour quand même savoir qu'en fait, nous, on a ce texte-là et c'est à partir de ça qu'on doit comprendre comment on va pouvoir l'appliquer. On a fait l'exercice, on a mis sur le barycentre de la France et on a regardé ce que ça représentait d'avoir 1500 km. Alors, il y a certains pays pour lesquels il n'y a aucun doute, l'Irlande, l'Espagne, le Portugal, zéro question. Il y a d'autres pays européens pour lesquels ça pose déjà plus de questions. Qu'est-ce qu'on fait de la Pologne? Qu'est-ce qu'on fait de la Roumanie, de la Suède? On voit bien qu'il y a des pays qui sont un peu dedans, un peu dehors. Donc, c'est un peu délicat. Nous, ce qu'on vous propose, c'est une proposition. Et encore une fois, les pouvoirs publics nous laissent quand même une certaine latitude pour pouvoir derrière appliquer aussi bien que possible les textes. Mais on a tout à fait conscience qu'aujourd'hui, on pourrait l'appliquer stricto sensu en regardant, est-ce que tu es à 1501 km ou est-ce que tu es à 1490? On a décidé d'être plus pragmatique et de vous proposer une liste positive de pays qui sont en fait les pays de l'Union européenne et on enlève ceux qui incontestablement sont hors de ces 1500 km. Et donc, on enlève les pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie. On enlève la Bulgarie, la Finlande et la Grèce. La Suède et la Pologne, vous voyez, sont bien dedans. Et également, on avait dans l'extrait de l'arrêté la possibilité pour des pays tiers de pouvoir, et qui répondent aux mêmes réglementations environnementales et sanitaires, de pouvoir également être inclus dans la liste positive. Et là, on vous propose de rajouter le Royaume-Uni, la Suisse et la Norvège. On retrouverait ces informations sur l'origine géographique du déchet, du recycleur, du transformateur au niveau du certificat. C'est tout l'enjeu. Donc là, c'est un travail qu'on mène aussi pour rendre ça systématique. Il y a beaucoup de certifications déjà qui le rendent visible. Il faut que ça soit systématique et qu'on l'ait tout le temps. Et là, c'est un travail qu'on mène encore aujourd'hui avec toutes les certifications et tous les référentiels. Donc, on a autour de la table aujourd'hui des recycleurs, des auditeurs, des certificateurs, des transformateurs et bien sûr des clients CTO, des metteurs sur le marché qui sont des marques ou des distributeurs. J'ai essayé de vous rassembler ici quels sont les besoins qu'on a et qu'est-ce que vous devez de votre fenêtre rassembler et avoir comme document justificatif. Le recycleur doit évidemment être recyclé. Excusez-moi, je vous prie de m'excuser. Le recycleur doit évidemment être certifié. Il doit du coup passer par la certification qui est aujourd'hui la certification de référence qui s'appelait ECERT-Plast à l'époque, qui s'appelle aujourd'hui Recyclage Recycling Process. Elle atteste du caractère post-conso, de l'origine filière du déchet et de l'origine géographique. Il faut le demander aux auditeurs. Dans le cas où ça peut être potentiellement des choses qui l'oublient de vous demander, il faut vraiment s'assurer que l'origine géographique du déchet apparaisse autant que possible sur votre certification et de manière à ce que ça remonte au niveau du transformateur qui, lui, va se faire certifier via la certification Recyclage Recycle Plastique ou les autres sous Polycert Europe qui vont garantir le pourcentage incorporé de cette MPR elle-même certifiée dans le nouvel emballage. Et on aura aussi, grâce à cette certification, la localisation géographique du transformateur. Et le metteur sur le marché, lui, doit garantir que toute cette chaîne de valeur amont, donc ses fournisseurs, ait bien fait ce travail de certification et de traçabilité, et de manière à ce que lui, il puisse avoir les certificats publics, et pour pouvoir démontrer que les emballages qu'il met sur le marché respectent, ou en tout cas les primes qu'il a demandées, sont bien conformes aux emballages qu'il a mis sur le marché, et via la démonstration avec ces certifications-là. À noter que nous allons, jusqu'à présent, c'était des audits a priori, et il est fort probable que ces documents soient téléchargés lors des déclarations. Donc là, quand je mets déclaration 2026, ça serait finalement
début 2027 sur les mises en marché 2026. Voilà, donc c'est aussi une manière de dire, on doit collectivement s'organiser et amener cette transparence et cette rigueur quant à la traçabilité sur l'incorporation de plastique recyclé. Point d'attention, j'ai voulu revenir quand même sur certains cas de figure qui sont pour moi importants à mentionner. Il y a une prime à 1 000 € qui est mentionnée dans l'arrêté. Première chose, cette prime à 1 000 € elle est donc spécifique pour les matières plastiques recyclées incorporées dans les emballages dits sensibles au contact. De manière triviale, il faut retenir que ce qu'on appelle les emballages sensibles au contact sont bien sûr les emballages alimentaires, les cosmétiques, emballages cosmétiques, dans le médical, la pharma, évidemment. Et après, vous avez pet food, donc la nourriture animale. Mais en gros, voilà, ces grandes catégories-là, c'est les emballages sur lesquels, effectivement, on a des règlements spécifiques et pour lesquels il y a cette sensibilité sanitaire du plastique recyclé. Et donc, pour stimuler à la création de procédés de recyclage qui permettent d'avoir effectivement ces matières recyclées aptes au contact alimentaire ou aptes au contact sensible, on a cette prime à 1 000 € qui a été créée, qui est une prime substantiellement supérieure aux autres primes de 450 et 550 qu'on a pu voir, modulo le fait qu'elle est décalée de 2 ans. Ça, on l'a découvert à la publication de l'arrêté. Mais c'est comme ça. Pas de prime à 1 000 € avant 1er janvier 2028. Donc, les mises en marché 2028. Elle est toujours accessible, mais elle est réduite à 550 €. Ça veut dire qu'en fait, si vous recyclez des déchets d'emballage issus des résines qui sont listées ici, donc en fait, si vous recyclez des pots et barquettes PET, et ce RPET revient vers du contact sensible, si vous recyclez du PET coloré ou opaque, par exemple une bouteille d'eau gazeuse en PET vert qui serait recyclée, retour contact sensible vers des emballages alimentaires, par exemple, tout ça, ça rentre dans la catégorie qui sera demain éligible aux 1 000 € mais qui, en 26 et en 27, restera à 550 € Donc, en fait, vous voyez, c'est des résines plastiques pour lesquelles on a des difficultés aujourd'hui à les recycler et à revenir à un contact alimentaire. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette prime spécifique. Mais voilà, bien retenir le décalage de 2 ans et bien retenir également qu'il faut que, ça soit issu de certaines résines ou certaines typologies d'emballage et 2, avec un retour au contact sensible. Pour nos amis qui font des barquettes notamment, on a le cas des emballages ABA. Ceux qui sont moins familiers, je vous ai mis sur la droite. Qu'est-ce que c'est qu'un emballage ABA? C'est un emballage souvent qui va incorporer une couche de PET. Ça va être souvent de la coextrusion où on va avoir une couche de PET qui va être piégée entre deux couches, une couche de PET recyclée piégée entre deux couches de PET vierge. C'est la formule classique. Après, ça peut changer. Il peut y avoir d'autres types de configurations. Mais on va dire que pour simplifier, voilà à quoi ça ressemble une structure ABA. Et en fait, quelquefois, on met cette structure ABA parce que le PET recyclé n'est pas forcément décontaminé. Il n'est pas lui-même apte au contact alimentaire. Et donc, en fait, on vient protéger ce PET non décontaminé par deux couches de vierge qui viennent assurer une barrière fonctionnelle. Jusqu'à présent, ces emballages-là n'étaient pas éligibles, ces matières recyclées-là incorporées n'étaient pas éligibles à la prime. Elles le sont désormais parce que le règlement 2022-1616 encadre désormais ces pratiques-là. Et donc, nous vous demanderons, pour toucher une prime sur ces emballages-là, bien sûr de respecter tous les critères d'éligibilité déjà cités, mais également de nous montrer que vous avez bien lancé une procédure et vous avez une autorisation préalable de mise en marché dans le cadre de ce qu'on appelle les technologies nouvelles technologies, dans le cadre du règlement 2022-1616. Donc, ceux qui sont concernés savent très bien à quoi je fais référence. Donc, je ne vais pas y passer trop de temps, mais en tout cas, c'est une nouveauté et ça va permettre effectivement à ceux qui se sont lancés dans ce type de solution-là de pouvoir effectivement toucher de la prime. Il y a un point dans les critères d'éligibilité sur lequel je ne suis pas revenu tout à l'heure, qui est la question des rendements des procédés de recyclage. L'arrêté nous précise qu'on doit limiter les primes aux matières recyclées issues des technologies dont le rendement est supérieur à 50%, rendement massique, avec une définition de rendement qui est parcellaire, voilà, il faut qu'on arrive à bien comprendre comment on peut
prendre en main cette définition et ce critère-là, et comment on peut l'appliquer intelligemment de manière à challenger les technologies pour lesquelles effectivement on est encore en deçà de ces rendements massiques, mais il faut être capable de le démontrer, de l'objectiver. Ce ne sont pas forcément des données publiques, ça peut être des données confidentielles. Donc là, sur ce point-là, il y a encore des discussions qui sont en cours, notamment avec les syndicats des différentes technologies dont on parle. C'est notamment dans le recyclage chimique. Il faut s'assurer et ne pas avoir des positions arbitraires qui seraient trop rigides et qui ne permettraient pas effectivement de permettre le développement de technologies qui sont potentiellement prometteuses. Donc, mais il y a un point quand même spécifique. Pour le recyclage mécanique, a priori, cette question de rendement devrait être beaucoup moins problématique. Un point également très pragmatique. Je sais qu'il y a des délais importants aujourd'hui pour se faire certifier, que ce soit au niveau d'un recycleur, que ce soit au niveau d'un fabricant. Je vous le dis de manière très honnête aujourd'hui, il faut qu'on se fixe une limite. Donc là, je sais que certains n'auront pas leur certification dès le début de l'année pour garantir à leurs clients que toutes les mises en marché 2026 seront bien primées. Ce qu'on dit, nous, aujourd'hui, c'est que si vous avez votre certif avant le 30 juin 2026, on considérera que la totalité de l'année est valide. Si ça arrive après, seuls les tonnages postérieurs seront éligibles. Donc, vraiment, ne perdez pas de temps. Et pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait pour l'année 2025 et ceux qui découvrent cette obligation-là, vraiment lancez-vous vraiment dès aujourd'hui pour vous garantir d'avoir une certification le plus tôt possible et du coup, garantir à vos clients le fait que la totalité des matières plastiques recyclées incorporées dans leurs emballages seront bien éligibles à la prime. Et il y a également un cas, c'est les produits qui sont vendus dans les DROMCOM. Donc, sur le critère de proximité dans les DROMCOM, on va en fait considérer que le produit est vendu sur le territoire hexagonal. C'est comme ça que l'arrêté le dit bien. Le barycentre hexagonal peut être remplacé par… Donc, il peut. Donc, si on n'a pas envie de le remplacer par le barycentre géographique du territoire concerné, on reste sur le barycentre hexagonal et on valide que toutes les étapes, encore une fois, tri du déchet, recycleur, réincorporation, sont faites dans le cercle de 1500 km autour de Montluçon. Et avec la liste positive que je vous ai proposée. Voilà. Donc là, je vois qu'il y a beaucoup de questions qui sont déjà arrivées. Il est 14h37, donc c'est très bien. On a le temps nécessaire pour pouvoir répondre aux différentes questions que vous avez pu me poser. Alors, si le rayon de 1500 km inclut le territoire d'un pays donné, cela signifie que l'ensemble du pays est considéré. Je vous l'ai dit en fait. Donc là, sur ce point-là, on est revenu. Alors, c'est une proposition Citeo, dans le sens où ce sont des choses. L'arrêté a été publié récemment. Je ne vous cache pas que d'avoir des réponses des pouvoirs publics dans ces temps un peu compliqués au niveau du gouvernement et son organisation, c'est pas évident. Donc, nous, on vous fait cette proposition parce qu'on pense qu'elle est pragmatique, qu'elle est facilement applicable par les référentiels de certification. Si on leur liste une liste de pays qui sont OK, en fait, il y a juste un check à vérifier. Et donc, si je suis cette proposition, la Pologne, qui était quasi à 2/3 couverte par le cercle de rayon 1500 km, sera parfaitement éligible. Est-ce que si on crée un nouveau produit 100% MPR, donc pas de mélange, nous sommes concernés? Si vous êtes 100% MPR, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas concerné. Ce n'est pas une question de mélange ou pas. Vraiment, pour rappel, concrètement, comment ça se passe? Donc, nos clients chez Citeo, quand ils déclarent les volumes d'emballage qu'ils ont mis sur le marché, ils vont déclarer des tonnages. Et donc, prenons un exemple tout bête. Je suis metteur sur le marché dans le bricolage. Je mets sur le marché des boîtes pour ranger des clous. Je déclare 100 kilos de PET, par exemple, parce que mes boîtes sont en PET. 100 kilos de PET, je vais payer la contribution sur ces 100 kilos de PET. Et à côté de ça, je vais déclarer 80 kilos parce que dans ces 100 kilos de PET, j'avais 80 kilos qui sont du RPET. Et je vais le déclarer dans la colonne prime. Et donc, je vais payer ma contribution normale sur les 100 kilos de PET, qui sont la masse de plastique de mon emballage que j'ai mis sur le marché. Et à côté de ça, je vais toucher une prime sur les 80 kilos de RPET que j'ai déclarés et qui vont du coup être défalqués de ma facture finale. C'est comme ça que ça fonctionne de manière très triviale, encore une fois. Mais c'est comme ça que j'espère que ça répond bien à la question que j'avais de Monsieur Vulfin. Qu'entendez-vous par post-consommateur? Uniquement emballage ménager ou aussi industriel et commercial?
Là aussi, c'est pour ça, je vous ai renvoyé à l'ISO 14021. On a du post-consommateur qui est soit ménager, soit industriel. Post-conso, c'est juste après, c'est une matière, un déchet qui est généré après l'usage pour lequel il a été conçu. À la différence d'un déchet pré-consommateur, qui est d'ailleurs souvent appelé trivialement aussi post-industriel. Ce thème de post-industriel n'existe pas dans la norme. Je sais que beaucoup l'utilisent. Et en fait, on parle de post-industriel souvent quand on parle des déchets qui sont générés dans le process de fabrication ou des frênes ou on va découper ou certaines carottes d'injection, etc., qui ne peuvent pas être directement réinjectées, qu'on va vendre comme déchets, qui vont être potentiellement rebroyés et revenir sous forme de matière recyclée. Ça, c'est ce que j'appelle du pré-consommateur ou certains l'appellent du post-industriel. Et post-industriel, c'est pour ça peut avoir la confusion avec est-ce que industriel et commercial, est-ce que c'est pour ça. Moi, je parle de post-conso et dans le post-conso, on peut avoir du post-conso ménager et du post-conso industriel. Dans le film PE, je prends un exemple très concret encore une fois. Qu'est-ce qu'un post-conso dans le film PE, dans l'emballage? On a un post-conso industriel, par exemple centre logistique d'un distributeur qui reçoit des palettes et qui déballe ces palettes. Donc c'est du film PE, souvent neutre, pas imprimé, etc. Donc ça c'est bien un déchet post-consommateur industriel et commercial. Et on a également le film de regroupement du pack d'eau, le film de regroupement du paquet de mouchoirs. Ça c'est bien un déchet post-conso de PE, mais ménager, parce qu'il vient d'emballage ménager. Voilà. Donc, c'est les post-conso uniquement qui sont éligibles. Et avec ces questions de boucle ouverte ou boucle fermée, on peut avoir effectivement une attention particulière à regarder est-ce que c'est un post-conso industriel ou un post-conso ménager. En gros, est-ce qu'il vient d'un emballage industriel ou est-ce qu'il vient d'un emballage ménager? Je continue dans les questions. Le certificat suivant la norme devra-t-il être communiqué à Citeo au moment de la déclaration, comme la décote papier carton, ou devra-t-il être disponible sur la demande Citeo? Jusqu'à présent, c'était effectivement, comme je vous disais, a priori. C'est-à-dire que dans le cadre d'un audit Citeo, on vous demandait de nous apporter les documents justificatifs. Les choses vont évoluer. Et donc, à partir de la déclaration sur les mises en marché 2026, donc qui aura lieu tout début 2027, on va fort probablement vous demander de rentrer les documents justificatifs comme on le fait pour la décote papier carton. Et de manière à apporter plus de justice vis-à-vis des uns et des autres, et ça ne sera pas aléatoire pour savoir qui sera effectivement contrôlé sur ces questions-là, mais pour amener encore une fois de la rigueur sur le dispositif et de la maîtrise sur un dispositif financier qui aujourd'hui représente quand même plusieurs dizaines de millions d'euros. Quelle est la définition est-ce que cela peut être une bobine de film qui sera ensuite dans nos usines agro? Alors, un emballage est bien défini juridiquement. Donc, en fait, vous êtes emballage et vous payez du coup une contribution. C'est vrai déjà pour les emballages ménagers. Ça sera a priori vrai dès le 1er janvier 2026 pour les emballages professionnels. Mais a priori, une bobine de film utilisée dans les usines agro, je pense que c'est un emballage industriel et commercial qui, à ce titre, contribuera dans le futur éco-organisme sur les emballages professionnels, qui devrait arriver a priori au 1er janvier 2026. Et il y aura le même dispositif de prime, l'arrêté le prévoit, pour les emballages industriels et commerciaux. Là, vraiment, la présentation se focalise sur les emballages ménagers, mais l'arrêté, comme je vous le disais, prévoit bien cette application transverse auprès des différentes filières industrielles et aux filières REP, équipement électrique, ameublement et bien sûr emballage professionnel. Donc à ce titre, effectivement, vous aurez sûrement ce type de modulation également. Pour le circuit des matières et le critère d'éligibilité des 1500 km de Montluçon, que comprennent les 1500 km? Il y a la distance collecte déchets, recycleur, fabricant matières premières, fabricant de films, mais quid des imprimeurs et usines de conditionnement? Non, il dit bien hein, l'arrêté, je vous invite à relire l'arrêté en question. Il parle bien donc du lieu là où le déchet a été généré, mais après ils disent si on n'est pas capable de savoir exactement la collecte du déchet, là où il a été trié, c'est déjà bien. Donc c'est pour ça que je dis tri du déchet, première étape. Deuxième étape, recyclage du déchet. Où est le recycleur qui a effectivement régénéré ce déchet plastique en une nouvelle matière première? Et troisième étape, où est-ce que où est-ce que cette matière plastique recyclée a été réincorporée dans un nouvel emballage?
Voilà. Et après, les autres étapes potentielles, si l'emballage doit être peut-être imprimé autre part ou peut-être rempli et conditionné, l'arrêté ne le précise pas à ce point-là. Donc, on va vraiment s'arrêter aux critères qui sont définis par l'arrêté. On n'ira pas plus loin. Donc, cette prime est-elle applicable dès la déclaration de 2026 sur l'année de référence 2025? Non. La prime est applicable, c'est une nouvelle prime, parce qu'il y a déjà une prime applicable sur les mises en marché 2025. Je suis revenu, c'était ma première slide sur les montants et les modalités, avec 50 € sur le PET et les primes additionnelles. Pour rappel, ça c'était ce qui existe déjà dans notre tarif et qui est toujours valable jusqu'à la fin de l'année 2025 sur l'ensemble des mises en marché 2025 et que vous allez déclarer au début de l'année 2026. Les nouvelles primes, et donc l'arrêté dont je viens de vous parler, cette harmonisation des montants, etc., c'est bien sur les mises en marché 2026. Donc, c'est à partir de l'année prochaine. On anticipe, on vous donne les règles du jeu de manière à ce que vous puissiez être bien prêt dès le 1er janvier pour demander les informations nécessaires à vos fournisseurs et sensibiliser toute votre chaîne de valeur sur toutes ces obligations-là. Est-ce que cette nouvelle réglementation est éligible pour les emballages souples en contact direct alimentaire? Oui, complètement. Oui. Alors, là, on parle souvent PE, PP, polyéthylène, polypropylène sur les emballages souples contact alimentaire. Donc, en fait, on va se situer du coup dans le cas des emballages sensibles au contact, avec potentiellement dans 2 ans la prime à 1 000 € tonnes. Mais oui, cette prime est parfaitement éligible. Il faut encore une fois s'assurer qu'on a bien le dispositif qui respecte l'ensemble des critères. On va avoir cette question de rendement, notamment sur le retour contact alimentaire dans les polyolefins, qui va potentiellement se poser. Il faut qu'on puisse clarifier très vite ces points-là de manière à pouvoir vous éclairer très rapidement. Mais oui, en tout cas, c'est complètement éligible et ce type d'emballage est parfaitement visé par l'arrêté. La prime est-elle touchée tous les ans jusqu'à quand ou c'est simplement la première année? Non, c'est tous les ans. Vous déclarez tous les ans la quantité de plastique que vous avez mis sur le marché en tant qu'emballage et dans cette quantité de plastique, quelle était la quantité de plastique recyclé. Et sur cette part-là, vous toucherez la prime. Et si vous le faites une année et celle d'après, vous toucherez encore la prime, etc., etc. Alors, le dispositif aujourd'hui n'a pas de date de fin. Après, peut-être qu'il y a une latitude qui est laissée aux éco-organismes pour éventuellement modifier les montants à partir d'un certain temps en fonction de la maturité de certains marchés, de certaines filières, etc. Si on voit aussi en fonction des cours des matériaux, mais on se donne la possibilité, cette souplesse de pouvoir faire évoluer. Mais moi, j'aimerais vous donner cette visibilité, avoir quelque chose qui soit stable, sur lequel on peut se caler et se dire, voilà, c'est comme ça et je dois travailler sur le long terme avec mes fournisseurs parce que je veux pouvoir toucher de la prime et à moyen et long terme. On essaye aussi également de voir dans quelle mesure ça peut pas faire tache d'huile auprès de nos collègues européens, parce qu'aussi on sait que d'avoir des grosses disparités entre territoires européens, ça peut être aussi problématique. Et donc si la France le propose, mais les pays frontaliers ne le font pas, ça peut aussi créer des déséquilibres ou des effets d'aubaine qui sont pas ceux qu'on souhaite. Alors on a déjà eu des échanges avec nos collègues néerlandais, belges, qui sont curieux de savoir ce qu'on fait. La Commission européenne également est curieuse de voir comment un dispositif comme celui-ci peut venir compléter potentiellement une approche réglementaire. Donc, en tout cas, ça ne durera pas qu'un an. Ça ne durera pas qu'un an, ça c'est sûr. Je continue les questions, j'essaie d'en louper aucune. Pourquoi la ville de Montluçon? Alors oui, c'est vrai. En fait, l'arrêté précise des coordonnées géographiques très précises. Mais en fait, pour être plus clair et encore une fois pour être plus parlant et pédagogique pendant un événement comme celui-ci et même sur des supports à destination de nos clients ou de nos parties prenantes, plutôt que choisir une coordonnée géographique hyper précise, je me dis autant caler une ville qui est à environ, je crois, 5 ou 10 kilomètres du point précis qui était fixé par l'arrêté. Voilà. Stricto sensu, effectivement, c'est 1500 kilomètres et je sais plus combien de degrés nord, combien de minutes, combien de secondes, bref. Montluçon, c'est bien, et puis ça permet de parler de Montluçon un petit peu. Voilà. La Roumanie se trouve parmi les pays avec la proximité 1500 km. Alors la Roumanie, c'est un cas effectivement un peu litigieux. Je l'ai laissé dans la liste pour l'instant, dans la proposition Citeo. Elle est bien dans la liste positive.
Après, si vous regardez le schéma qu'il y a sur une de mes slides, elle est, on va dire, il y a, on va dire, un petit quart, voire même moins, du territoire qui est effectivement inclus. C'est vraiment pour ça que j'aimerais avoir un échange à la fois avec peut-être nos partenaires recycleurs, mais également les pouvoirs publics pour savoir si, cette proposition pourrait effectivement avoir leur aval, et puis deux, savoir si effectivement on a la même interprétation par rapport aux pays qui pourraient être inclus. Mais voilà, en tout cas, là, notre premier jet, c'est de dire oui, la Roumanie est bien inclue, la Bulgarie, pour le coup, non. Elle n'est jamais croisée par le cercle de rayon 1500 km. Les définitions des MPR par AGEC, PWR, Citeo et d'autres ont l'air différentes. Post-consommation, pas clair non plus. Post-conso, encore une fois, ISO 14021. On ne s'appuie que sur un texte normatif, et l'ISO, c'est une norme internationale. Donc, le post-conso est défini par la norme ISO. Et c'est vraiment là-dessus qu'on s'appuie. La Plastic Alliance également avait essayé d'avancer sur des définitions ou des illustrations plus précises sur c'est quoi du pré-conso, c'est quoi du post-conso en fonction de cas particuliers. Je vous invite à regarder, il y avait eu un rapport de Circular Plastic Alliance à l'époque et qui avait été bien fait par beaucoup d'industriels pour essayer de définir pour plein de typologies d'emballage qu'est-ce qui était du pré-conso, qu'est-ce qui était du post-conso. Mais ce sont des définitions ISO et que ça soit PPWR, Citeo ou AGEC, il y a, on se réfère aux normes ISO de référence. Y a-t-il des contraintes de pourcentage de recyclé minimum à avoir dans les emballages? Non. Il y a des dès le premier kilo incorporé, vous pourrez toucher de la prime. Voilà, pour faire simple. On avait un minimum de 10% jusqu'à 2025. On va le faire sauter parce qu'en fait, c'est compliqué à lire et il n'y a pas de logique derrière tout ça. Donc, en fait, on va même simplifier les règles des arrondis aussi, de manière à ce que vous puissiez aussi toucher au plus juste la prime par rapport à l'incorporation réelle que vous avez faite. Alors, oui, vous avez raison, j'ai une question sur quid quand on a des obligations réglementaires. Ça, c'est un très bon point. On a effectivement, dans certains cas, des obligations réglementaires qui viennent se coupler à une éventuelle action volontaire d'incorporation de recyclé. Prenons le cas des bouteilles pour boissons, PET, qui ont désormais une obligation réglementaire d'incorporation de 25% de plastique recyclé. Comment ça fonctionne? La prime sur ces emballages-là ne viendra que sur la part qui est au-delà de l'obligation réglementaire. Donc, si vous mettez 25% de recyclé, pas de prime. Si vous mettez un peu plus que 25%, et ben sur cette part marginale qui est au-dessus du 25%, encore une fois, on ne paiera pas de prime sur les premiers 25%, mais sur la part marginale qui est au-dessus, là, on commence à toucher de la prime. Donc, pour l'instant, c'est uniquement les bouteilles boissons PET inférieures à 3 litres qui sont concernées par cette obligation d'incorporation. Et donc, du coup, à cette restriction, on va dire, sur le paiement de la prime, le versement de la prime. Mais dès 2030, on aura des obligations réglementaires sur tous les emballages plastiques. Et là, on aura le même système qui s'appliquera. Pas de prime sur la part réglementaire et des primes si vous allez au-delà. Je pense que j'ai répondu à ça. Tchac, tchac, tchac. Là, on est bon. On continue sur les messages. Je regarde l'heure 53. Je me garde 5 minutes pour finir. Le revendeur de matières recyclées doit-il être certifié 15343? Tout à fait. En fait, c'est s'il est revendeur ou broker, etc., il y a aussi des obligations qui portent sur lui. Je vous invite à regarder ce que demandent les certifications Recyclas. Mais la base, encore une fois, je vous ai dit, le fabricant ne peut être certifié que si son fournisseur de matière est lui-même certifié. Ça, c'est un impératif. Donc, et ça, nous, on l'a depuis le départ. Je vous montrais dans notre frise là sur l'évolution des bonus et des primes sur l'incorporation de recyclés. Dès le départ, dès 2020, on a demandé la certification du recycleur. Ça s'appelait ECERPLAS à l'époque. C'est devenu Recyclas Recycling Process. C'est des exigences qu'on a, notamment parce qu'on a toujours dit qu'on voulait uniquement du post-conso pour être éligible à la prime. Et donc, pour savoir ça, il faut qu'on ait des auditeurs qui aillent sur le terrain des recycleurs, qui regardent les parcs de déchets et qui disent qu'est-ce que tu as dans ton parc de déchets? Est-ce que tu as du pré-conso? Est-ce que tu as du post-conso? Et qui est capable de faire la distinction sur le type de déchets rentrant chez un recycleur de plastique pour pouvoir derrière avoir un document factuel qui remonte jusqu'au fabricant et qui disent bah voilà, dans cet MPR, il y a peut-être 20% de pré-conso, 80% de post-conso, ou souvent c'est 100% de post-conso parce que c'est des recycleurs qui ne font que ça. Mais voilà, il faut être capable de l'objectiver. Et donc, on a besoin de le savoir. Alors, pourquoi une validation
Donc, structure ABA. On demande effectivement, jusqu'à présent, on demandait la validation définitive de l'EFSA pour dire la solution est safe du point de vue sanitaire. L'EFSA la valide. On a bien conscience que dans le cadre du règlement 2022-16, ces procédures de validation définitive peuvent être très longues. Et ça peut fortement limiter l'accès à la prime pour des gens, pour des industriels qui jouent le jeu, qui ont travaillé avec leurs clients, qui ont fait des risk assessment, des analyses de risque sur des migrations potentielles, etc. Et donc, ce qu'on dit, nous, c'est dès lors que, en fait, on a déjà une solution qui est éprouvée et sur lequel il y a déjà des analyses qui ont été faites, il y a des dossiers qui sont déposés à l'EFSA et auprès de la Commission européenne, etc. Dès lors qu'on a ces premières étapes qui sont lancées, on n'a pas encore le tampon définitif, nous, on dit que c'est bon et on rend éligible la prime parce qu'on considère qu'il y a un risque qui est désormais maîtrisé. Par contre, sans autorisation préalable EFSA et mise en marché préalable, nous, sans dossier, on va dire, déposé, les primes ne sont pas éligibles. C'est pour ça qu'on vous a demandé ce point-là. Ensuite, pouvons-nous... bonjour, nous utilisons des préformes, 30% de RPET. C'est bien seulement le poids des 5% restants, oui, que nous pouvons prendre en compte pour la prime. Tout à fait. Donc, c'est vraiment sur la part marginale qui va au-delà de l'obligation qu'on peut toucher de la prime. Les 25 premiers pourcents ne seront jamais primés, même si vous allez au-delà. Est-ce que les éléments de décoration pouvant perturber le recyclage des bouteilles impactent les bonus? On se réfère pour savoir quelles sont les perturbations de recyclage qui, du coup, rendent la prime inéligible. On se réfère uniquement aux malus qui sont cités dans le tarif, Citeo. Donc, il y a une dizaine de malus relatifs au tri ou au recyclage. Par exemple, je vais vous en prendre un. Il y a toujours le malus sur « je suis un emballage plastique rigide sombre, j'utilise un colorant non détectable par les outils de tri optique, donc du coup, je paye un malus ». Eh ben, si j'incorpore du recyclé dans cet emballage plastique rigide sombre qui n'est pas détectable en centre de tri, en fait, je n'ai pas de prime. C'est ça. Donc, on a des malus qui sont explicitement cités dans notre tarif. Je vous invite à vous référer à ces malus, à ce tarif. Le tarif est disponible en ligne. Et le tarif 2026, notamment, est disponible en ligne. Et pour tout le monde. Donc, vous regardez les malus qui sont cités, ceux relatifs au tri et au recyclage. Notamment, on enlève malus regroupement, malus petit format, et on regarde uniquement ces malus-là. Et ces malus, du coup, sont tous ces malus-là relatifs au tri et au recyclage vont rendre la prime inéligible. On n'aura pas de prime sur ce cas-là. Allez, je prends une dernière question et après je conclus. Dans le simulateur, on ne rend pas de pourcents, mais des poids réels, c'est vrai. Donc, c'est pour ça que c'est des eurotonnes, hein, les primes. Comment ferez-vous pour savoir qu'on a moins de 25%? Là, pour le coup, on est capable de faire des fractions pour savoir si vous êtes ou pas dans les 25%. Donc là, on a tout ce qu'il faut dans nos simulateurs. Allez, je m'arrête là. Je conclus. Il est 14h57. Je veux tenir le timing. Je voulais vous redire, hein, on a autour de la table, et c'est pour ça, le webinaire se voulait déjà très large et très ouvert. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez, on a des obligations qui sont collectives. Hein. Le recycleur, les auditeurs, les certificateurs, les bureaux d'études, bien sûr les fabricants, bien sûr nos clients, hein, qui sont les marques, les metteurs sur le marché. On a tous cette responsabilité de faire en sorte que les dispositifs fonctionnent, soient efficaces, soient transparents, qu'on amène de la crédibilité, de la confiance dans le dispositif. Et donc, c'est pour ça qu'on doit collectivement faire en sorte que ça marche bien. Et donc, collectivement, et chacun à notre étape, faire en sorte de prendre cette responsabilité et de s'assurer que je renseigne l'origine de mes déchets, l'origine géographique. Je fais en sorte d'amener cette traçabilité nécessaire et de la transmettre autant que possible au maillon en aval pour que lui également ait l'ensemble des informations et qu'à la fin, le client puisse dire j'ai une matière recyclée incorporée qui est bien issue d'un déchet européen, qui a été recyclé sur le territoire européen, qui a été réincorporé sur le territoire européen. On a besoin de renforcer notre tissu industriel européen. On a tous entendu les difficultés qu'on peut avoir, certaines usines de recyclage en Europe, les écarts de prix aujourd'hui qui peuvent exister. Ce dispositif vient en partie y répondre. On voit bien que c'est compliqué et il faut qu'on ait cette responsabilité collective. Citeo amène cette brique-là, encore une fois, avec des implications financières qui sont considérables, mais il faut que chacun joue le jeu et chacun doit amener sa brique pour que collectivement on construise un dispositif qui soit le plus pérenne et le plus crédible possible.
Voilà, c'est la fin. Je vous ai laissé sur cette slide l'ensemble des moyens pour rester connecté, pour pouvoir avoir nos prochains événements, nos prochains webinaires. On a un webinaire sur la recyclabilité le 4 décembre prochain, sur les emballages et notamment l'impact PWR. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. On a tout un tas d'autres webinaires ou communications qui peuvent vous intéresser. N'hésitez pas à rester connecté à l'ensemble des communications Citeo. Il me reste à vous remercier pour votre forte mobilisation sur ce webinaire. On a eu beaucoup d'inscrits, ce qui montre un énorme engouement sur ces sujets. Besoin de précision, de clarification, de pédagogie. J'espère que cette heure ensemble nous a permis de clarifier plein de points. Je suis beaucoup au téléphone ou à répondre à des mails depuis quelques jours, mais c'est tout à fait normal et j'espère que là, on a quelque part un peu mutualisé ces besoins-là. Mais voilà, on reste disponible, on reste à vos côtés pour vous aider, pour vous accompagner, faire en sorte que si ce dispositif de l'incorporation de recyclé soit un dispositif qui soit pérenne, qui soit efficace et qui permette encore une fois l'économie circulaire des plastiques dans les emballages. Je vous remercie. Au revoir.